Baby, yeah! Alors, on y va. On attaque avec donc une présentation des entretiens. Je ne vais pas le faire école par école parce qu'en fait, traditionnellement, l'entretien se déroule d'une façon qui est très proche d'une école à l'autre. Si on parle de Schema, Toulouse, EM Lyon, ESSEC, ESCP, EDEC, Neoma, Kedge et toutes les écoles de passerelle sauf Grenoble, en fait, on a un entretien qui se présente de la même façon. En gros, vous avez des petites variantes, notamment en termes de durée, puisque l'entretien en général dure 20, 25, 30 minutes, alors que à l'EDEC, à l'ESSEC, il est un peu plus long, il peut durer jusqu'à 40, voire 45 minutes. Le jury, le jury qui est-il? Eh bien, c'est en général un professionnel et un prof, ou bien parfois deux professionnels, un prof, parfois deux profs, un professionnel. Alors attention, hein, quand je dis un prof, c'est un prof de l'école, donc c'est pas un prof de lettres, c'est pas un prof de philo, c'est un prof de marketing, de gestion, de finance, de compta, enfin un prof qui est d'ailleurs lui-même souvent un professionnel et qui vient faire passer les entretiens, de la même façon que les professionnels sont des gens qui travaillent en entreprise, qui sont en général diplômés de l'école dans laquelle vous passez l'entretien et qui reviennent faire passer les entretiens dans leur ancienne école. Vous avez parfois un élève de dernière année, c'est le cas à l'ESSEC en particulier, où vous avez toujours un élève qui en général joue le rôle du suppôt de Satan, c'est quelqu'un qui se venge de ce qu'il a subi quelques années plus tôt, il est souvent assez dur. Dans ces entretiens, vous n'avez pas de temps de préparation et le jury dispose néanmoins d'un support qui est alors soit le dossier que vous leur avez soumis dans la phase d'admissibilité, c'est le cas notamment à l'EM Lyon ou encore à l'ESSEC, soit le dossier que vous avez envoyé pour l'oral, c'est le cas à l'ESCP ou à l'EDEC, où vous allez avoir un questionnaire à remplir si vous êtes admissible, avec des questions à rédiger, des réponses à rédiger à des questions. Et puis à Schema, petite particularité, le jury ne dispose pas de votre dossier, mais de votre CV projectif qui est le CV que vous pourriez avoir dans 10 ans. Et donc ça, c'est un exercice qui est passionnant, qui vous est demandé par Schema si vous êtes admissible à Schema, mais que vous avez intérêt à faire d'ailleurs pour toutes les écoles. C'est mon CV tel qu'il pourrait se présenter dans 10 ans. Et donc ça vous force à faire un exercice de projection dans l'avenir. Et c'est le support dont disposera le jury lors de votre entretien à Schema, où il n'aura pas votre dossier. C'est une particularité. L'entretien, comment se déroule-t-il concrètement? Vous allez entrer dans une salle, vous serez accueilli par 2 ou 3 membres du jury qui vont rapidement se présenter. Ils vont d'abord vous inviter à vous asseoir, ensuite rapidement se présenter. Alors attention, hein, en général, quand les membres du jury se présentent, c'est un moment où vous êtes complètement en stress, c'est peut-être le sommet du stress, et donc en général vous faites ah oui, 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 mais vous n'écoutez pas, vous n'entendez rien, vous comprenez rien. Donc essayez d'être attentif à ce moment-là, parce que c'est un moment important, hein, c'est important de savoir à qui on s'adresse, à qui on parle. Et puis très rapidement, le jury va vous poser une question, et dans 95% des cas, cette question, ce sera une question ouverte, une question qui peut prendre plusieurs formes, ça peut être présentez-vous, ça peut être allez, on vous écoute, ça peut être allez, dites-nous ce qui vous amène, ou bien pourquoi êtes-vous candidat. Alors, toutes ces questions-là, en fait, ça revient au même, c'est une question ouverte qui vous invite à vous présenter. À vous présenter en combien de temps d'après vous? Dites-moi dans le chat, quelle est d'après vous la durée appropriée pour la réponse à cette question initiale? Quelle est la durée appropriée pour ce qu'on appelle parfois la présentation initiale, et qui est un moment important de l'entretien lors duquel vous allez devoir vous présenter et présenter dans le même mouvement les raisons de votre candidature en grande école, et je dirais plutôt qu'en grande école en général, dans telle ou telle école à laquelle vous êtes admissible et dans laquelle vous vous êtes rendu. Alors combien de temps? Est-ce que c'est 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes? Évidemment, je parle d'une durée moyenne. Et la première réponse que je vois dans le chat, c'est Louis qui me parle de 5 minutes. Antoine, entre 2 et 5 minutes. Mais beaucoup de réponses vont dans le bon sens et me parlent de 1 minute 30
1 minute 30, 2 minutes, c'est ça la bonne fourchette. 1 minute 30 à 2 minutes, pas plus, d'accord? L'entretien de personnalité, c'est un échange, c'est un dialogue. Donc si vous vous embarquez dans un tunnel de parole pendant 5 minutes, comme le suggère notre ami, c'est beaucoup trop long en fait. Le jury va péter les plombs, il va dire mais qui est ce malade qui me fait un monologue de 5 minutes? Donc non, c'est 1 ou 2 minutes. En fait, la présentation initiale, il faut comprendre que c'est d'une certaine façon la bande-annonce de l'entretien. C'est-à-dire qu'il faut en dire suffisamment pour éveiller l'intérêt du jury et lui donner envie de voir le film, mais il ne faut pas tout révéler d'un coup non plus. Il ne faut pas en particulier entrer dans les histoires. Hein. Une dérive classique et un défaut classique de l'entretien de personnalité, c'est celui qui, dans sa présentation initiale, s'embarque dans ce que j'appelle une dérive narrative, c'est-à-dire un tunnel de récit d'une expérience. Il dit, bonjour, je m'appelle Louis Dupont, je suis actuellement en 3e année de droit à Assas, et j'ai une passion pour le voyage. J'ai notamment eu la chance l'été dernier de participer à une mission humanitaire en Ouganda. Je suis parti avec l'association Ouganda au cœur, qui a été fondée d'ailleurs par mon cousin qui fait lui-même ses études à Assas quelques années plus tôt. Et on est parti, on était une vingtaine des étudiants d'Assas, de Nanterre, de Dauphine. Et en fait, on a été dans un village où il fallait bâtir un dispensaire qui était dans un état lamentable. Et ça a été une expérience extraordinaire. Bon, là, je caricature un peu évidemment, mais vous voyez le risque et le défaut qui consiste à s'embarquer dans l'histoire, dans le storytelling, dans le récit d'une expérience, là où cette présentation initiale, c'est seulement un sommaire. D'accord? Donc vous avez donné un certain nombre d'idées, mais sans entrer dans le détail de ces idées. Si le jury veut en savoir plus sur votre expérience en Ouganda, il va vous interroger là-dessus, d'accord? Donc ça, c'est un premier défaut auquel il faut faire attention. Le deuxième défaut, qui est un peu symétrique du premier, c'est ce que j'appelle le coq à l'âne, c'est-à-dire l'effet d'une présentation initiale qui ressemble à un inventaire très décousu, avec des éléments qui s'enchaînent. Certes, vous n'entrez pas dans les détails à chaque fois et donc vous évitez le défaut de la dérive narrative, mais on ne voit pas le lien, on ne voit pas le fil rouge, le fil directeur dans votre présentation. Donc c'est bonjour, je m'appelle Antoine Chelou, je suis actuellement en 3e année d'économie-gestion à l'université de Nanterre. J'ai une passion pour le sport depuis toujours, j'ai fait du foot, du rugby, mais aussi beaucoup de voile. J'ai le projet de faire du marketing digital. J'ai aussi participé à une association qui est la NAV Nanterre, qui organise des régates. Je m'intéresse beaucoup aux cultures étrangères, notamment la culture japonaise. J'ai une fascination pour le Japon. Et j'ai fait un stage dans une start-up qui s'appelle Save My Smartphone. Et voilà. Voilà. Vous voyez là, c'est une présentation sans fil rouge, une présentation très décousue, où on passe d'un point à un autre sans qu'il y ait aucun enchaînement logique. Et ça, c'est très mauvais aussi, parce que votre présentation initiale, elle doit donner l'impression d'être une vraie démonstration finalement, une argumentation qui débouche sur une conclusion naturelle qui est que vous avez votre place dans cette école, que cette école est faite pour vous et que vous êtes fait pour cette école. À la limite, c'est la conclusion à laquelle doivent arriver directement au bout d'1 minute 30 les membres du jury qui vont quand même vous interroger pour la forme, mais voilà. Donc essayez de tenir ensemble ces deux exigences, exigence de densité, on n'entre pas dans le storytelling à ce stade-là, exigence de cohérence, tout ça doit être logique. Et donc, il faut préparer sa présentation initiale en ce sens et avoir un plan que vous connaissez, que vous avez préparé et auquel vous vous tenez le jour J. Alors, quel est ce plan? Je vois qu'il y a une question de Jennifer. Comment faut-il commencer cette présentation? Là, je ne veux pas trop m'avancer parce que je ne veux pas vous flécher. Hein, le but de la préparation qu'on va vous proposer chez Admission Parallèle, c'est certainement pas de vous faire entrer dans un carcan, dans un moule,
et de vous formater, parce que ça, c'est tout ce que détestent les écoles. Au contraire, le but de notre préparation, c'est de vous aider à trouver chacun votre discours singulier, personnel. C'est la grande loi des concours, il faut se distinguer des autres candidats. Donc si je vous disais la présentation initiale, c'est d'abord vous parler de votre parcours académique, ensuite vous parler de vos intérêts et de vos passions, ensuite de vos expériences professionnelles pour déboucher sur votre projet professionnel, ce serait une connerie, parce qu'en fait ça c'est peut-être un plan possible, mais rien ne dit que ce soit le meilleur pour vous. Il y a plein d'autres façons de faire sa présentation initiale. On pourrait imaginer par exemple que vous commenciez directement par votre projet professionnel. Bonjour, je m'appelle machin et j'ai un rêve dans la vie, c'est d'ouvrir un restaurant et même peut-être une chaîne de restaurants. Mais pour ça, j'ai besoin encore de plein de compétences et je viens les chercher dans votre école. Ou bien on peut imaginer que vous partiez sur des traits de personnalité. Bonjour, je m'appelle machin et je suis quelqu'un d'extrêmement passionné. J'ai eu 3 passions qui ont gouverné mon existence jusqu'à présent, c'est un tel, tel, tel et tel truc. D'accord? Donc il y a plein de façons de structurer sa présentation initiale. Ce qui est important, c'est de connaître vos atouts maîtres, les atouts que vous avez dans votre main, d'accord? Si vous êtes joueur de poker, vous voyez de quoi je parle, si vous avez dans votre jeu des atouts, il va falloir les abattre à un moment. Enfin là, c'est plutôt, c'est plutôt le tarot que le poker, mais l'idée c'est ça, vous avez peut-être 3, 4, 5 atouts, il va falloir les abattre d'entrée de jeu dès votre présentation initiale. Moi, quand j'avais votre âge et que je passais les entretiens de personnalité en grande école, c'était dans le cadre des concours qu'on passe après 2 ans de prépa, parce que j'ai pas fait les admissions parallèles, mais c'était le même principe. Moi, mes atouts, c'était rien d'extraordinaire, hein, vous allez voir. D'abord, une passion pour la littérature, qui ne s'est pas démentie depuis, parce que j'ai fini par devenir prof de lettres, mais j'avais déjà à l'époque cet intérêt très marqué pour la littérature, et en particulier la littérature française du début du XXe siècle. Bon, ça c'était un de mes atouts. Il y en avait un deuxième, c'était le Cosméjean. Le Cosméjean, c'est un plateau désertique dans les Cévennes en France, et chaque année je partais là-bas avec mon meilleur ami pour faire de la randonnée, du camping sauvage, et dès que je parlais du Cosméjean, il y avait une étincelle qui s'allumait dans mon regard, parce que j'étais passionné par ces aventures de randonnée sur le Cosméjean. Bon. Et puis j'avais probablement un troisième atout qui était ma seule expérience. J'avais fait 0 stage en entreprise à l'époque, ma seule expérience qui soit un peu professionnelle ou pré-professionnelle, c'était l'animation de camps de jeunes que j'organisais, enfin je participais à l'organisation de camps de jeunes pendant l'été, pendant les vacances scolaires, et donc c'était une expérience clé pour moi. Il y avait ça et peut-être ma fascination justement pour la culture japonaise, comme je disais tout à l'heure. Moi j'ai jamais été au Japon, mais j'adore le cinéma japonais, j'adore le whisky japonais, j'adore la nourriture japonaise. Donc, j'avais un ami japonais qui m'a un peu initié à cette culture. Donc ça, c'est des atouts. Il faut les balancer d'entrée de jeu dans votre présentation initiale. Dans quel ordre, comment? À vous de voir, à vous de préparer votre plan. En tout cas, les passages obligés de cette présentation initiale, c'est votre parcours académique, c'est vos activités extrascolaires, extra-universitaires, c'est évidemment votre projet professionnel, parce que si vous êtes candidat aux admissions parallèles, la seule raison véritable qui justifie que vous soyez candidat, c'est que vous avez besoin d'une formation complémentaire en grande école pour réaliser votre projet professionnel. Voilà pour la première partie de l'entretien, qui est la présentation initiale. Après il y a la suite de l'entretien qui dure 25 minutes par exemple, et qui est forcément beaucoup plus incertaine, parce que là, toutes les questions sont possibles. Toutes les questions sont possibles, mais la plupart des questions se rattachent quand même à l'une des 3 questions que vous voyez en bas de cette slide, et qui sont les 3 questions existentielles que vous posez tous les jours, j'en suis sûr, en vous regardant dans le miroir. D'où viens-je? Qui suis-je? Et où vais-je? Ces 3 questions, c'est les 3 questions clés de l'entretien. D'accord? D'où viens-je? C'est mon histoire. Qu'est-ce qui a été marquant, décisif dans mon histoire personnelle? C'est l'histoire familiale, c'est où est-ce que j'ai vécu, quels établissements scolaires j'ai fréquentés, quels ont été mes choix scolaires justement, et mes choix d'orientation, mais aussi et surtout la dimension
extrascolaires de votre histoire, c'est-à-dire toutes les expériences que vous avez pu avoir et qui vous ont donné l'occasion de participer à un projet. Ça peut être des expériences sportives, mais tout le monde n'est pas sportif et il ne faut pas s'inventer une carrière de sportif si vous n'êtes pas sportif. Ça peut être des expériences associatives, ça peut être des expériences artistiques ou culturelles, ça peut être des expériences en entreprise ou des petits boulots, des jobs étudiants, etc. Tout ça, c'est extrêmement intéressant pour les membres du jury. Toutes les occasions que vous avez pu avoir de gagner de l'argent ou de côtoyer le monde du travail, évidemment, sont des expériences que vous allez devoir travailler et relire. Et puis, ça peut être des expériences qui n'appartiennent à aucun de ces cadres. Quand je vous parlais de mes randonnées sur le Cosméjean, c'est quelque chose que je faisais dans aucun cadre particulier. C'était simplement moi et mon pote qui partions en autostop. D'accord? Donc ça, c'est la relecture de vos expériences passées. D'où viens-je? Quelles sont les expériences clés qui ont fait de moi ce que je suis? Ce que je suis, j'en arrive à la deuxième question clé. Qui suis-je? Qui suis-je et, sous-entendu, qu'est-ce qui me distingue des autres candidats? Parce que c'est la grande loi des concours, il faut se distinguer de la masse. Il faut que le jury, après avoir vu passer X candidats dans la journée, se dise, j'en retiens un, c'est celui-là, il me le faut dans mon école, il est top, et il m'a vraiment marqué. Donc il faut que vous soyez capable de parler de vous, et de parler de ce que vous avez qui n'appartient qu'à vous. Alors, qui suis-je? C'est évidemment la question rituelle, les qualités et les défauts, d'accord? Mais ces qualités et ces défauts, c'est un vrai travail personnel qu'il faut faire, parce qu'il ne s'agit pas évidemment de dire ah, je suis très perfectionniste, c'est mon plus gros défaut. Non, il y a un vrai boulot pour identifier ces qualités et ces défauts, et surtout identifier les expériences que vous pourrez raconter à l'appui de ces idées. Mais le qui suis-je, c'est pas seulement les qualités et les défauts, c'est aussi qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie, d'accord? Est-ce que vous avez des centres d'intérêt, voire des passions? Quelles sont vos valeurs? Donc, qu'est-ce qui vous anime dans la vie? En quoi est-ce que vous croyez? Qu'est-ce qui, par exemple, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tient tellement à cœur que vous pourriez vous engager au service de cette cause, descendre dans la rue, etc. La question du qui suis-je, c'est aussi la question de votre place dans un groupe, la question de votre style de management. Parce que si vous êtes candidat en grande école, c'est que vous êtes des futurs managers. Et le management suppose qu'on ait une aptitude au leadership. Donc quel est votre style de leadership? Est-ce que vous êtes un futur hard manager, un chef viril et qui fouette ses employés? Est-ce que vous êtes au contraire un futur soft manager qui passe par l'empathie et l'écoute pour manager? Donc ça, c'est les questions qu'il faut que vous vous posiez. Et puis la troisième question, je vais répondre, je vois que le chat est animé, je vais répondre à vos questions, mais la troisième question clé pour la suite de l'entretien, c'est la question de la projection dans l'avenir. Où vais-je? Où vais-je? C'est évidemment la question du projet professionnel, parce que c'est clé, je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter, c'est hyper important. S'il y a une phrase à retenir de ce que j'ai dit ce soir, c'est peut-être ça. Si vous êtes candidat aux admissions en grande école, en admission parallèle, après un cursus initial, la seule raison valable, c'est que vous avez besoin d'une formation complémentaire en management et en gestion d'entreprise pour accomplir votre projet professionnel. Votre projet professionnel qui doit donc nécessairement être défini, plus précisément défini en tout cas, que le projet professionnel de l'élève qui est en prépa, par exemple, et qui, le jury le sait bien, n'a pas eu le temps au cours de ces 2 années de prépa de mûrir un projet professionnel. Il n'a pas eu le temps de s'engager dans des projets personnels, il n'a pas eu le temps de faire des stages, il n'a pas eu le temps de faire grand-chose. Et donc, de la part des candidats qui viennent de prépa traditionnelle, le jury n'attend pas un projet professionnel hyper précis. Inversement, en admission parallèle, le jury partira du principe que vous avez eu le temps de mûrir, de vous investir dans des projets personnels, d'apprendre à vous connaître et d'apprendre à connaître vos ambitions, vos aspirations. Et donc, il attend de vous un projet professionnel qui existe, qui soit suffisamment précis, sans pour autant être fermé, borné, ultra précis.
ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il ne s'agit pas de dire au jury, moi je sais exactement ce que je vais faire dans la vie, je vais faire du private equity chez Rothschild. Et pour y arriver, d'ailleurs, je sais exactement comment je vais faire. Je vais d'abord faire un stage en FUSAC chez Morgan Stanley. Ensuite, je vais passer dans la direction financière d'une PME. Et puis après, enfin, du délire, d'accord? Vous êtes sur le seuil d'études en management et en gestion d'entreprise, donc vous allez découvrir plein de choses pendant les années qui viennent, vous allez découvrir des choses à travers les cours que vous suivrez en grande école, à travers les stages que vous ferez en entreprise, à travers vos échanges, à travers vos rencontres, à travers vos petits boulots, et puis le temps va faire son œuvre et votre projet professionnel, il va nécessairement se modifier, s'affiner, évoluer, et donc ce serait une erreur que de présenter au jury un projet ultra fermé, ultra précis, ultra défini. Mais il faut quand même, en admission parallèle au moins, présenter un projet qui soit quand même affirmé, c'est-à-dire un intérêt marqué pour un ou plusieurs secteurs économiques et pour un ou plusieurs métiers. D'accord? Donnez-moi peut-être des exemples de secteurs économiques, donnez-moi des exemples de métiers de la gestion qui peuvent vous aider à construire un projet professionnel. Pendant ce temps, je vais regarder un peu comment ça se passe dans le chat. Je vois qu'il s'est passé des choses. Donc, je lis un peu vos interventions. Donc, est-ce qu'on peut entraîner le jury dans ce qui nous caractérise le plus, une expérience particulière qui nous a marqué et dans laquelle on se définit vraiment? La réponse est oui, évidemment. Il faut être proactif dans l'entretien et il faut essayer d'entraîner le jury sur votre terrain de confort, sur votre zone de confort, c'est-à-dire les expériences dont vous savez parler, dont vous parlez bien et qui vous caractérisent le plus en effet. Donc si tu penses à une expérience, Benoît, qui t'a particulièrement marqué et dans laquelle tu te définis vraiment, je pense que c'est une bonne idée d'en parler dès la présentation initiale pour attirer le jury vers cette expérience en effet. Est-ce obligé de porter une cravate pour l'entretien, demande Marius. Rien n'est vraiment jamais obligatoire, c'est-à-dire que ça ne me surprend pas que tu aies déjà rencontré des candidats qui ont réussi à intégrer sans porter de cravate, d'accord? Mais disons que c'est l'usage le plus répandu et que mon conseil, c'est plutôt de porter une cravate, puisque le but est de vous distinguer, je vous l'ai dit, mais de vous distinguer autrement que par votre tenue vestimentaire. Donc, si vous êtes candidat à ces grandes écoles, c'est que vous vous destinez à des fonctions de manager, de cadre, et aujourd'hui encore, il y a beaucoup de cadres en entreprise qui portent le costume cravate, donc c'est dans cette tenue que je vous recommande de vous rendre à l'entretien, même si ce n'est pas totalement obligatoire, effectivement. Une chemise et un jean, ça va pas? Non. En fait, il faut montrer au jury que vous êtes quand même capable d'adopter les codes du monde du travail et donc que vous êtes capable de venir en tenue de travail habituelle. Bon, je vois que le chat s'est beaucoup porté sur cette question de la tenue vestimentaire, donc je vais peut-être la traiter tout de suite dans ce cas, hein, puisque j'ai l'impression que ça vous intéresse et je comprends. La tenue vestimentaire, elle est importante parce que c'est déjà des signes que vous envoyez au jury et sa première impression va dépendre de la façon dont vous vous présentez. Donc par exemple, venir à l'entretien vêtu comme je le suis ce soir pour vous parler, ce serait une très mauvaise idée. Là, vous envoyez un signe, c'est moi je suis pas comme tous ces connards en costume cravate, je suis affranchi des conventions, de toute façon je suis un futur start-upper, yeah. Bon, ça c'est pas une bonne idée du tout, d'accord? Donc c'est tenue de travail, sobre, simple. Pour les garçons, c'est costume, chemise unie ou éventuellement à rayures claires, c'est-à-dire en gros blanc ou bleu, et je recommande plutôt la cravate, chaussures de ville, d'accord? Après, ne faites pas dans le bling bling, ne soyez pas trop beau, trop clinquant, trop chic. D'accord? Il y a parfois des candidats qui font halluciner le jury parce qu'ils ont les boutons de manchette, la montre à Watt 1000 balles. C'est pas du tout l'idée, d'accord? Simple, sobre, professionnel. Pour les filles, il y a des filles quand même. Est-ce qu'il y a des filles là? Dites-moi. Amélie. Ah, voilà, c'est la question d'Amélie. Pour les filles, la tenue vestimentaire, c'est quoi? Ben, c'est plus compliqué pour les filles parce qu'il y a plus de liberté, il y a plus de possibilités. Mon conseil pour les filles, c'est
d'être dans le juste milieu, ni trop grand-mère, ni trop sexy. D'accord? Donc, ne vous trompez pas de genre, vous n'êtes pas là pour donner l'impression au jury que vous essayez d'entrer en boîte de nuit. Donc, évitez les tenues de soirée, la fille super maquillée, bijoutée, décolleté plongeant, etc. C'est pas l'idée, d'accord? À nouveau, simplicité, sobriété. Après, vous n'êtes pas obligé non plus d'être en tenue de deuil, triste, etc. Vous pouvez avoir de la couleur, vous pouvez très bien être en tailleur pantalon, c'est une possibilité parfaite pour les filles. Hein. Ne vous sentez pas obligé de vous mettre en jupe, c'est pas du tout une obligation. Et essayez de viser, donc, comme je disais, la simplicité et la sobriété. Je continue à répondre à quelques questions du chat. Benoît, quand je parlais d'une expérience, il s'agit d'un projet de 3 ans pour Record du Monde qui a abouti récemment. Ce n'est pas trop gonflé. Je suis pas sûr de comprendre exactement, Benoît, il faudrait que tu le précises, mais le mot record du monde, moi, c'est une expression qui clairement aiguise mon intérêt, donc ça me donne envie d'en savoir plus, et a priori, c'est une bonne expérience. Maintenant, s'il s'agit de partir 3 ans pour battre un record du monde, là, le jury va forcément se demander, mais attends, est-ce que tu pourras suivre les formations dans notre école? Donc là, il y a potentiellement un conflit. À voir, à voir. Une question de Bat Air, et après j'enchaîne sur la suite de ma présentation parce que j'ai encore des conseils à vous donner. Mais Bat Air, je veux entrer en école de commerce en alternance, je veux travailler dans un pôle environnement, soit en marketing, soit en direction de projet. Comment valoriser mon projet en alternance? Là encore, il faut vraiment regarder école par école parce que la politique des écoles est très différente d'une école à l'autre sur l'alternance. Il y a des écoles qui sont très ouvertes sur l'alternance. Je ne sais pas, Montpellier par exemple, ils sont très forts. D'autres sont un peu moins en pointe sur ces questions d'alternance. En tout cas, quand on a un projet d'alternance, il faut se renseigner d'abord sur les modalités de l'alternance dans l'école concernée. Et ça se défend très facilement parce qu'il est évident pour toutes les écoles qu'une grande part de l'apprentissage repose sur des expériences en entreprise. Allez, une dernière question avant de passer à la suite. Hamoud, comment faudra-t-il réagir si le jury pose une question par rapport à des notes plus ou moins médiocres qu'on a eues durant le cursus? Alors, ça peut arriver, effectivement, puisque dans certaines écoles, le jury dispose de votre dossier et dans votre dossier, il y a les notes. Maintenant, il faut clairement pas se laisser déstabiliser par ce genre de questions parce que c'est pas tellement le sujet dans un entretien de personnalité. Ce qui compte, c'est pas vos notes. Si vous êtes admissible, c'est que le jury considère, enfin le jury, l'école considère que vous avez des aptitudes intellectuelles qui sont suffisantes pour faire un bon candidat. Donc il faut assumer, il faut expliquer pourquoi ces notes médiocres, et il y a plein de bonnes raisons, notamment des raisons qui ont trait à vos engagements personnels, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir un discours autour du fait que vous avez, c'est vrai, quelque peu négligé votre scolarité en telle ou telle année au profit d'autres activités qui vous intéressaient davantage, telle expérience professionnelle ou pré-professionnelle, telle expérience associative, telle expérience sportive ou culturelle. Ça, c'est des discours qui permettent quand même de justifier. En tout cas, on ne se cache pas derrière son petit doigt, on assume, et sachez que les mauvaises notes n'ont jamais empêché personne d'intégrer l'EM Lyon ou Audencia ou l'EDEC. Je connais des tas de redoublants, de multi-redoublants, de cancres finis qui étaient vraiment en galère à la fac et qui intègrent ces écoles quand même parce qu'ils ont su montrer au jury qu'à côté de ces notes médiocres, ils avaient une personnalité intéressante, ils avaient un parcours intéressant, ils avaient un projet professionnel crédible qui justifiait leur candidature en grande école. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions dans le chat, mais je vais enchaîner sur quand même ma présentation pour vous dire qu'il y a 2 écoles en particulier, Audencia et Grenoble, école de management, qui présentent des entretiens avec un format un peu particulier. C'est le cas d'abord parce que vous avez à Audencia et à Grenoble au début un entretien
un exposé à faire, un exposé qui se prépare pendant une demi-heure qui va durer à peu près 5 minutes. Et puis après, à Grenoble, il y a encore une originalité, je reviendrai sur cet exposé rapidement, mais l'originalité supplémentaire à Grenoble, c'est qu'après avoir fait cet exposé de 5 minutes préparé pendant une demi-heure, vous enchaînez sur une deuxième phase qui est l'interview d'un membre du jury. Donc là, pendant 10 minutes, les rôles s'inversent. C'est vous qui posez les questions, c'est un membre du jury qui y répond. Et donc, il va falloir mener un entretien sur sa vie professionnelle, hein, parce qu'il ne s'agit pas de l'interroger sur sa vie sexuelle ou sur ses opinions politiques ou religieuses. Donc, c'est vraiment un interview à mener sur son job. Et il va falloir pendant 9 minutes lui poser des questions qui sont suivies, qui sont logiques, et pendant la 10e minute, proposer une synthèse, un résumé de ce que vous aurez appris grâce à cet entretien. Et puis après, ça redevient un entretien traditionnel. Donc après 5 minutes d'exposé à Audencia ou après 5 minutes d'exposé, puis 10 minutes d'interview du membre du jury à Grenoble, vous passez à une discussion libre avec le jury. À Novantia, on retrouve l'exposé initial, qui est suivi d'une phase de questions-réponses sur l'exposé, puis d'une discussion libre avec le jury. Et à l'ICN, Nancy-Metz, la petite particularité, c'est que le jury pourra dégainer quelques cartes à jouer sur lesquelles seront dessinés des objets symboliques et à partir desquels vous devrez raconter une histoire. Donc ça, c'est pour les petites particularités. Un mot quand même sur l'exposé initial, parce qu'on le trouve à Audencia et à Grenoble. Or, Audencia et Grenoble, quand même, je me permets un petit aparté, c'est deux écoles qui sont clés, à mon avis, dans une stratégie de candidature, parce que c'est deux écoles qui sont centrales, en fait. Elles sont entre les écoles de première catégorie, HEC, ESSEC, ESCP, EM Lyon, EDEC, et les écoles de deuxième catégorie, parmi lesquelles on trouve de très bonnes écoles comme Neoma, Kedge, Schema, Toulouse. Mais entre ces deux groupes d'écoles, vous avez Audencia et Grenoble, deux écoles auxquelles je vous encourage vraiment à être candidat si vous en avez encore la possibilité. Et ces deux écoles vont vous demander de présenter un petit exposé au début de l'entretien. Et cet exposé sera préparé pendant une demi-heure. Alors les sujets, c'est à Audencia, une question et un mot en général, et vous en choisissez un des deux. À Grenoble, vous pouvez aussi avoir une carte géographique, géopolitique, vous pouvez avoir un tableau de chiffres, et vous aurez des sujets sur l'innovation, parce que Grenoble École de Management prétend être la grande école de l'innovation. Vous savez que les grandes écoles prétendent avoir des spécialités. L'EM Lyon, par exemple, c'est la grande école des entrepreneurs. Entrepreneurs for the world, dit l'EM Lyon. Grenoble, elle dit, moi, c'est l'école de la techno, c'est l'école du digital, c'est l'école de l'innovation. Bon. Quel que soit le sujet que vous choisirez, l'objectif, c'est à la fois de montrer que vous avez des qualités intellectuelles, que vous êtes capable de comprendre un sujet, de structurer une argumentation, etc. Mais aussi de commencer à faire sentir quelle est votre personnalité, parce que c'est un entretien de personnalité. Donc, en quelques mots, le but du jeu, c'est trouver une problématique, ce qui est plus ou moins facile. Si la question se présente déjà comme une question, doit-on respecter ses engagements? C'est l'exemple que je donne ici, ça vous fournit déjà la problématique, d'accord? On n'est pas en dissert de philo pour la grecque, donc il ne s'agit pas de chercher la question qui se cache derrière la question, etc. Si le sujet c'est une notion, il faudra faire un petit effort supplémentaire. Si le sujet c'est la sincérité, par exemple, ça peut consister à dire, l'exposé, bon, la sincérité, c'est une vertu qui est très à la mode dans notre société, qui n'aime rien tant que la transparence, la communication, la vérité. Néanmoins, la sincérité n'a pas que des avantages, et le problème que j'aimerais essayer de traiter dans ce petit exposé, c'est de savoir si la sincérité est une valeur positive qu'il faut absolument promouvoir. Et ma réponse, c'est que non, en fait, on ne pourrait pas vivre dans un monde où tout le monde serait parfaitement sincère, et cela pour 3 raisons. D'accord? Là, c'est l'idée que cet exposé, il faut le structurer. C'est un plan qui n'est pas forcément un plan en 3 parties, d'ailleurs ça peut être 2 ou 3 parties, mais l'idée c'est que vous présentiez une argumentation qui soit structurée. C'est pas forcément un plan dialectique, thèse, antithèse, synthèse. Vous pouvez être plus tranché, orienter votre argumentation dans un sens plus que dans l'autre, mais en tout cas, il faudra illustrer vos idées, vos arguments, par des exemples qui peuvent être tirés de l'actualité économique en particulier, qui peuvent être tirés de votre culture personnelle et générale, et de votre expérience personnelle, parce que vous avez parfaitement le droit de dire « je »,« moi »,« I »,« me »,« myself », « I ». C'est un entretien de personnalité, donc on n'hésite pas à mouiller la chemise. Voilà pour les spécificités. Je vais passer à
la deuxième partie de ce cours en vous donnant des conseils pour réussir votre entretien le jour J. Je regarde simplement les nouvelles questions qui sont tombées dans le chat. Marius demande s'il peut parler à l'oral de son expérience avec Facebook, puisqu'il gère des pages Facebook de divertissement qui lui rapportent de l'argent en publiant des publicités et en recrutant des administrateurs. Est-ce que je peux en parler, sachant que je veux devenir responsable en web marketing? Mais n'est-ce pas un exemple trop trivial? Mais bien sûr que non, Marius, c'est génial. Bravo, Marius, c'est top. Et ce serait criminel, évidemment, de ne pas parler de cette expérience qui assoit vraiment ta candidature et donne de la crédibilité à ton projet. C'est-à-dire que si tu dis, ouais, moi je veux faire du web marketing, et que tu enchaînes tout de suite en disant, et d'ailleurs j'ai pas attendu d'être diplômé pour m'y mettre, je gère déjà des pages Facebook et je gagne même de l'argent grâce à ça, je sais ce que c'est que de gérer une communauté, que de faire de la pub sur Facebook, que d'acquérir des clients, que de prendre du like, de prendre du clic, tout ça c'est des choses qui vont te donner énormément de crédibilité et qui vont faire de toi un candidat très intéressant pour le jury. Donc bien sûr, oui, il faut en parler. Geoffrey, j'ai un projet de création d'entreprise déjà très travaillé et bien défini. Est-il valorisé de le développer en entretien, étant donné que l'EM Lyon est l'école de l'entrepreneuriat? Alors, oui, 3 fois oui, à nouveau. Et je dirais non seulement à l'EM Lyon, mais dans toutes les écoles auxquelles tu serais candidat, puisque je vous le disais tout à l'heure, les écoles font leur petit marketing en disant « moi, je suis l'école de l'innovation, moi, je suis l'école de l'entrepreneuriat », mais toutes les écoles en réalité sont à la recherche de candidats qui font preuve d'esprit d'entreprise. Ce n'est pas forcément des gens qui vont créer leur propre entreprise, mais c'est des gens qui en tout cas sont entreprenants. Et si ton projet professionnel c'est d'être entrepreneur au sens strict et de monter ton entreprise, alors évidemment il faut montrer là encore que tu es crédible, montrer d'où ça sort ce projet. Et si tu as une idée précise d'entreprise, eh bien vas-y à fond, parle-en, ça va beaucoup intéresser le jury. Mais encore une fois, je t'encourage à ne pas être trop fermé et à bien montrer que tu es conscient que l'entrepreneuriat, c'est pas seulement avoir une idée, mais c'est bien d'autres qualités, savoir lesquelles. Et puis conscient aussi que si cette idée ne débouche pas, eh ben, il y en aura d'autres. D'accord? Emery, par exemple. Allez, Emery, viens me soulager 2 secondes et raconter à Geoffrey ce que tu penses de sa question. Oui, mais d'accord, mais ça ne fait pas trop fermé et prédéterminé d'arriver en sachant parfaitement ce qu'on veut. La question de Geoffrey, c'est est-ce que quand on a une idée d'entreprise, précise, est-ce qu'il faut en parler en entretien à l'EM Lyon? Ah ouais, bien sûr, évidemment, hein, ne croyez pas que on va vous pénaliser pour avoir été trop précis. Il faut, si vous avez quelque chose dans les tripes et qui a une forme définie, il faut évidemment la donner. Sans craindre qu'on vous reproche d'être peut-être au contraire trop fermé, pas assez ouvert. Pour autant, rappelez-vous, une des règles d'or pour entreprendre, c'est la capacité à se remettre en question et à maîtriser l'art du pivot. Vous savez, le pivot, c'est cet exercice qui consiste à modifier son business model, à sans arrêt se remettre en cause. Criteo, une des très très grandes réussites du web française, a été monté par un garçon qui s'appelle Jean-Baptiste Rudel. Je vous invite à aller lire sa biographie si l'entrepreneuriat et le web vous intéressent. Eh bien, au début, Criteo, c'était un site de recommandation pour cinéphiles où en fait on indiquait les films qu'on avait vus et puis il y avait un petit algorithme qui vous proposait d'autres films que vous seriez susceptible d'aimer. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir, il a pivoté. Pour autant, s'il avait été candidat en école de commerce, Jean-Baptiste Rudel, il aurait eu intérêt à présenter son projet de façon aussi précise que possible, si effectivement son projet il l'avait en tête de façon précise, c'est-à-dire qu'il n'est pas interdit du tout à la fois d'avoir une vision très claire de ce qu'on veut entreprendre et en même temps de rester ouvert parce qu'on sait que l'avenir ne nous appartient pas complètement. Voilà, donc oui, bien sûr, vas-y, fonce, n'hésite pas. Pardon, ouais. ouais. Non, juste ça.
Tu peux prendre juste une minute Ok, de on plus pour continue, raconter. on continue. Toi, peut-être, toi, Non, t'es mais un entrepreneur. ouais, J'ai un texto épais. à propos de l'entrepreneuriat, peut-être juste vous dire que j'ai fait passer les entretiens hier soir à des candidats et j'ai posé 4 questions pendant l'entretien pour chacun d'entre eux. La première, si vous étiez une qualité, si vous étiez vous-même, c'était un petit portrait chinois, un défaut, si vous étiez un métier et si vous étiez une entreprise. Et il y en a un qui m'a vraiment scié parce qu'il a eu des réponses parfaites à ces 4 questions. La première, pour la qualité, bah, lui, il se sentait assez créatif, donc c'est ce qu'il a dit. Il m'a dit, je crois que je suis avant tout quelqu'un de créatif, et il a illustré cette qualité. Le défaut, bah, il a dit, bah, le défaut, c'est un peu le pendant de la créativité, c'est que je me sens plus heureux dans le commencement que dans l'achèvement. J'aime bien avoir des nouvelles idées, et lorsque je les mets en place, très vite, une autre idée plus neuve apparaît, et je préfère la suivre plutôt que d'aller au bout de la précédente. Ça, c'est vraiment mon défaut, donc j'ai du mal à aller au bout, et pourtant je pense que c'est indispensable de savoir se tenir à une idée, de creuser son sillon, parce que sans cette rigueur, le succès n'arrive jamais. En ce qui concerne le métier, bah, naturellement, je serais créateur d'entreprise, entrepreneur, parce que ça correspond à cette qualité. Et puis si vous étiez une entreprise, question un peu difficile, parce que on n'est pas prêt a priori à répondre à cette question, on l'a pas forcément préparé. Bah là, il a pris un vrai temps de silence, cet élève, et avant de me répondre, je crois que si j'étais une entreprise, je serais Blablacar. D'abord parce que je suis français. Et là, il y avait un peu de patriotisme et c'était une assez bonne réponse pour commencer. Et c'est une très belle réussite française. Ensuite, parce que je suis ambitieux. Et quand on regarde les perspectives économiques de Blablacar, eh bien, elles sont très ambitieuses elles aussi. Et puis enfin, parce que moi, j'ai besoin de mettre du sens dans ce que je fais. Et je crois que c'est une entreprise qui, au-delà de ses perspectives économiques et financières, permet à des gens qui ne se seraient jamais rencontrés dans la vie de pouvoir le faire en 2 heures, 3 heures, 4 heures, côte à côte sur la banquette arrière pendant des trajets. Et ben, ils ont en fait recréé du lien social. C'est pas forcément des gens qui vont devenir amis dans la vie, ils se verront plus jamais pour la plupart d'entre eux, mais ils ont vécu une expérience forte. Et pour moi, c'est une entreprise qui du coup fait sens de ce point de vue-là aussi. Voilà, je voulais partager cette mini anecdote avec vous. Je vous rends Benjamin. Merci beaucoup, Emery. Je vois qu'il y a encore des questions dans le chat, je vais y répondre, mais j'enchaîne quand même sur la suite de la présentation. Quelques conseils pour le jour J. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne réponse? Parce que finalement, l'entretien, c'est un jeu de questions-réponses. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une bonne réponse? Une bonne réponse en entretien, c'est pas du tout la même chose qu'une bonne réponse au Taj-Maj, d'accord? Il ne s'agit pas d'avoir la bonne réponse, en fait, on s'en fout. Une première caractéristique de la bonne réponse, c'est qu'elle est naturelle, elle est spontanée, elle n'est pas récitée, d'accord? Il faut à tout prix éviter de donner l'impression au jury que vous êtes un petit perroquet qui se contente de réciter des couplets qu'il a appris par cœur parce qu'il a été en prépa, qu'il a été un peu formaté, ou parce qu'il se fait une certaine idée du profil qu'il faudrait adopter pour entrer en grande école. Donc, essayez de parler au contraire d'abondance de cœur. Parler d'abondance de cœur, ça veut dire parler avec les mots qui vous viennent, comme ils vous viennent. Quand vous commencez une phrase, vous n'avez pas forcément encore toute la phrase dans la tête, elle va vous venir spontanément, d'accord? C'est une première caractéristique. En même temps, votre réponse doit être réfléchie, d'accord? C'est pas parce que vous parlez d'abondance de cœur et que vous ne savez pas exactement comment votre phrase va se finir que vous n'avez pas quand même en tête, avant de commencer votre réponse, le début, le milieu, la fin, c'est-à-dire un plan, une structuration de cette réponse, et c'est une réponse qui doit absolument être mûrie, réfléchie, ce qui suppose de prendre du temps pour répondre. Et bien souvent, les candidats font l'erreur de se précipiter pour répondre à la question. Si vous étiez une entreprise, question que posait Emery tout à l'heure ou hier à un candidat, c'est une question qui suppose un peu de réflexion. Si vous répondez du tac au tac par la première entreprise qui vous vient à l'esprit, ce sera peut-être une mauvaise réponse. Autre exemple, moi je demandais hier à un candidat, question un peu classique, un peu bateau, si vous étiez doté d'un super pouvoir et que vous pouviez supprimer une chose dans le monde, qu'est-ce que ça serait ? Et là, c'est une question qui est un peu piégeuse parce que les candidats qui ne réfléchissent pas, bien souvent, donnent dans le lieu commun, le pensif, la réponse bateau. C'est-à-dire que vous avez 95% des candidats qui vont vous dire « Ah, moi, je supprimerais la guerre »
ou je supprimerai la misère, je supprimerai la maladie, je supprimerai la faim dans le monde, d'accord? Ça, c'est vraiment pas très intéressant comme réponse. Si vous faites une réponse comme ça, il va vraiment, vraiment falloir ramer pour essayer de convaincre le jury que c'est quelque chose qui vous tient personnellement à cœur. Il va falloir expliquer dans quelle histoire personnelle ça s'enracine. Inversement, le candidat, je me souviens d'un candidat qui, à cette question, avait pris un vrai temps de réflexion et puis avait fini par dire ah, moi, je crois que je supprimerais le hip-hop. Et ça, pour moi, c'était une bonne réponse. C'était une bonne réponse, alors même que j'adore le hip-hop, d'accord? Donc une bonne réponse, c'est pas quelqu'un qui pense comme moi, mais c'est une bonne réponse parce que c'était inattendu et qu'évidemment, il s'est pas contenté de dire j'adore le hip-hop, je déteste le hip-hop, je supprimerai le hip-hop, mais il a expliqué tout de suite. Il s'est lancé dans une grande diatribe contre la pauvreté littéraire des textes des rappeurs français. Il a expliqué à quel point lui, sur le plan mélodique, c'est important aussi pour lui de retrouver ce qu'il aime dans la musique, et je crois qu'il s'était enflammé en particulier sur Rachmaninoff, et il y a eu vraiment un moment d'enthousiasme, un moment de communion entre lui et nous autour de la musique classique et de son goût pour la musique classique. Et donc ça, c'était une bonne réponse, une bien meilleure réponse que de dire ah bah si je pouvais, je supprimerais la guerre. D'accord? Donc ça, c'est un premier couple de caractéristiques d'une bonne réponse. C'est une réponse qui est à la fois naturelle et réfléchie. Autre caractéristique d'une bonne réponse, c'est une réponse qui est calibrée pour être ni trop courte ni trop longue. D'accord? C'est important de comprendre que l'entretien de personnalité, comme je disais, on n'est pas au Taj-Mahal, donc vous ne répondez pas par un mot, par oui ou par non, par ah bah ma plus grande qualité, c'est que je suis très enthousiaste. Et c'est tout. Non, il faut systématiquement justifier, expliquer, prouver et éviter que le jury se retrouve dans cette situation très désagréable où il doit tirer les verres du nez au candidat et dire « Ah bon, mais pourquoi? Ah bon, mais expliquez-nous? Ah bon, mais racontez? Est-ce que vous avez une expérience dans laquelle vous... » etc. C'est à vous de faire cet effort et de produire des réponses qui soient suffisamment denses, suffisamment nourries, suffisamment riches pour que la conversation s'enclenche naturellement. Inversement, comme je le disais au début, l'entretien est un dialogue et donc suppose d'éviter le monologue. Et donc, ne vous embarquez pas, s'il vous plaît, dans des réponses qui durent 2, 3, 4 minutes parfois. C'est beaucoup trop long, évidemment. Dernière caractéristique de la bonne réponse, elle est incarnée. Elle est incarnée au sens où vous devez éviter à tout prix les généralités vagues et rechercher au contraire, quand je dis incarner, c'est donner de la chair, d'accord? L'étymologie, c'est la chair que vous avez donnée à votre discours en mettant des odeurs, des couleurs, des saveurs, et surtout en mettant des choses qui n'appartiennent qu'à vous. Hein, c'est la grande loi de l'entretien. Chaque phrase que vous dites, c'est une phrase qui ne peut être prononcée que par vous. Votre voisin, votre successeur ne pourra pas la dire parce que c'est votre histoire. Il faut savoir être très personnel, intime même parfois. Alors, il ne s'agit pas de raconter votre vie sexuelle, il ne s'agit pas d'entrer dans des moments gênants où vous raconteriez des histoires terribles de votre intimité au jury, mais il s'agit de ne pas être trop pudique quand même et de raconter des histoires. C'est l'art du storytelling que maîtrisent si bien les Américains et qu'il faut que vous appreniez à maîtriser dans le cadre de l'entretien de personnalité. Il faut oser l'anecdote. D'accord, je donne un exemple. Si on vous demande votre plus gros défaut, par exemple, ne répondez pas comme les 3/4 des candidats. Ah, mon plus gros défaut, c'est que je suis très perfectionniste. Ça, c'est une mauvaise réponse. D'abord parce qu'elle est bateau, poncif, c'est un lieu commun et il faut éviter le lieu commun dans un exercice où le but est de se distinguer, mais aussi et peut-être surtout parce qu'elle n'est pas incarnée, elle n'est pas prouvée par une anecdote personnelle. Moi, par exemple, personnellement, c'est vrai que j'ai un côté perfectionniste. Pour ceux qui ont suivi l'atelier numéro 1 des moteurs de motivation, mon principal moteur de motivation, c'est d'être expert technique, comme on dit dans cet atelier, c'est-à-dire quelqu'un qui est un peu polar et qui a envie de tout savoir, tout connaître, etc. Donc mon domaine d'expertise technique, à une époque, c'était la littérature française, et c'est vrai que l'expert technique, il a un côté perfectionniste qui n'est pas toujours très performant. Et d'ailleurs, si je devais répondre à cette question autour du défaut perfectionniste, je dirais pas je suis très perfectionniste, je dirais plutôt quelque chose comme il m'arrive de manquer d'efficacité. Il m'arrive de manquer d'efficacité et d'être
pas assez performant dans mon travail. Par exemple, je pense à cette aventure récente. Je suis un fan absolu de La Nouvelle Star, ce télécrochet qu'on peut voir sur Direct 8. Et récemment, je me suis scandalisé devant une décision du jury de La Nouvelle Star qui me paraissait vraiment inique. Et j'ai décidé d'écrire un mail au jury de La Nouvelle Star. J'ai commencé à écrire ce mail un jour et puis je ne l'ai pas envoyé le jour même parce que je voulais aller plus loin. Je voulais vraiment lui prouver qu'il avait tort d'avoir voulu renvoyer Manu, qui était à mon avis vraiment le meilleur des candidats. Et donc chaque jour, je suis revenu sur ce mail. Chaque jour, je déplaçais une virgule, j'ajoutais un adjectif. Tant et si bien que ce mail, je ne l'ai jamais envoyé et que l'émission s'est finie sans que je puisse envoyer mon mail. Ça, c'est quelque chose qui peut me poser problème dans la vie et c'est pour ça que... Et vous voyez que ça, c'est une réponse qui est meilleure parce que d'abord, elle évite de dire « Ah, je suis trop perfectionniste », mais surtout parce qu'elle est incarnée dans une anecdote qui paraît futile, qui paraît dérisoire, mais qui en fait intéresse le jury parce qu'elle donne de la chair à votre réponse. Des conseils ensuite sur l'attitude à adopter par rapport au jury. Là encore, il s'agit de se tenir à égale distance entre deux défauts opposés. C'est l'art de la juste mesure dont vous parlaient déjà les Grecs de l'Antiquité. Soyez respectueux, mais pas guindés d'abord. Respectueux parce que vous n'êtes pas là pour taper dans le dos du jury. Ah, salut ma poule, ça va, etc. Parfois, il y a des candidats, on se demande vraiment ce qu'ils font. Ils vous tendent la main. Non, vous êtes un candidat. Ils sont les examinateurs. C'est un exercice formel qui suppose que vous respectiez quand même un certain nombre de règles et que vous gardiez une distance. Vous ne parlez pas au jury comme vous parlez à votre pote autour d'un verre en terrasse d'un café, d'accord ? Néanmoins, le paradoxe de l'entretien, c'est qu'il faut faire oublier cette distance, il faut rompre la glace, et il faut idéalement que le jury oublie qu'il est un examinateur et que vous êtes un candidat et qu'il ait plutôt l'impression d'une discussion entre un adulte et un jeune adulte. Finalement, il faut arriver à être quand même suffisamment à l'aise pour que le jury puisse passer un bon moment. Donc, essayez de vous dire que les membres du jury, c'est peut-être comme des amis de vos parents qui sont des relations professionnelles de vos parents que vous rencontrez. Donc, vous n'allez pas être avec eux comme vous êtes avec vos copains. Néanmoins, vous êtes suffisamment détendu pour avoir une conversation normale avec eux, d'accord ? Autre couple de caractéristiques à essayer d'adopter pour l'attitude, soyez honnêtes, mais pas idiots. Honnête mais pas idiot, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors là, on arrive à un conseil qui est important à mes yeux et j'ai vu qu'il y avait une question autour de l'honnêteté. Si on me demande ce que j'ai prévu comme stage cet été, est-ce qu'il faut mentir et inventer un stage ? C'était une question de Albert. Peut-on mentir si on nous demande si on a un stage de prévu pour cet été ? Mon conseil, c'est quand même d'essayer d'être aussi honnête, aussi sincère que possible dans l'entretien de personnalité. Pour moi, les meilleurs entretiens sont des entretiens où le candidat assume complètement ce qu'il est, ce qu'il fait, ce qu'il a fait, ce qu'il veut faire, et ne se répand pas en affabulation. D'accord ? Je vais peut-être vous raconter une anecdote personnelle à l'appui de ce que je viens de dire. Moi, lorsque j'étais candidat aux écoles de commerce, j'ai très bien réussi tous mes entretiens, j'ai toujours eu plus de 17, sauf à l'ESSEC. À l'ESSEC, j'ai eu 9, et j'attribue cette note infamante, notamment à la dernière question que m'a posée le jury de l'ESSEC, qui était assez déstabilisante, c'était « Mais si vous avez HEC et l'ESSEC, quelle école allez-vous choisir ?» Et moi, sur cette question, la réponse qui m'est venue en tête, enfin la réponse sincère que j'aurais pu faire, c'était de dire bah, j'irai à HEC, évidemment, enfin comme tout le monde, quoi. HEC, c'est l'école numéro 1, les SAC ils sont numéro 2. Donc, mais évidemment, je ne pouvais pas répondre ça, donc j'ai commencé par blêmir, par rougir, je suis devenu vert, j'ai transpiré encore plus, etc. Et puis, j'ai dû finir par bredouiller quelque chose comme quand même, si j'ai l'ESSEC, je pense que j'irai à l'ESSEC. Quand même, parce que bon, bah, c'est aussi une très bonne école.
Et voilà. Et donc, réponse évidemment catastrophique, parce que le jury a bien senti que je n'étais pas honnête sur ce coup-là, et je crois que du même coup, c'est tout le reste de mon entretien qui était frappé d'insincérité. Et si c'était à faire, je répondrais pas ça, mais je répondrais pas pour autant, ah bah non, j'irai à HEC. Enfin, quand même, HEC, numéro 1, vous êtes numéro 2, je suis désolé, mais pourquoi j'irai à l'ESSEC? Donc ça, ce serait aussi une mauvaise réponse. C'est pour ça que je dis, soyez honnête, mais pas idiot, d'accord? Il y a quand même une part de jeu de rôle dans cet exercice. Et l'honnêteté, c'est pas dire les choses exactement comme elles vous viennent et dire tout ce qui vous passe par la tête. Donc je pense que sur une question pareille, si c'était à refaire, je prendrais un temps de réflexion d'abord. Hein. Je vous ai dit, il faut oser le temps de réflexion, il faut oser le silence. Le silence fait partie de l'entretien, au même titre que le silence fait partie de la musique. Pour les musiciens, vous voyez, dans les partitions, le silence est noté. Donc sur une question pareille, d'abord on temporise, d'abord on prend un moment de réflexion. Et si c'était à refaire, je dirais peut-être quelque chose comme, si je suis pris à HEC, j'irai à HEC, c'est mon choix numéro 1, parce que c'est une excellente école, mais aussi parce qu'il y a à HEC la majeure management des arts et de la culture, qui correspond très précisément à mon projet professionnel qui consiste à faire de l'édition. C'était le projet que je défendais à l'époque. Bon, j'essaierai de tourner quelque chose comme ça et dire peut-être, cela dit, si je ne suis pas reçu à HEC et que je suis reçu à l'ESSEC, j'irai à l'ESSEC, qui est mon choix numéro 2, et je serai très heureux d'être à l'ESSEC. C'est une école dans laquelle j'ai aucun mal à me projeter, et je pense que la chaire média de l'ESSEC, par exemple, serait aussi une très bonne formation pour réaliser mon projet de devenir éditeur. Donc, vous voyez la différence entre l'honnêteté bête et méchante, je dis les choses comme elles me viennent, ah, moi, si j'ai HEC, j'irai HEC, vous êtes numéro 2, et une réponse qui est plus élaborée que ça, mais qui pour autant, sur le fond, reste une réponse honnête. Plutôt que l'entretien, ce que je vous déconseille, la politique du mytho. Ah, moi, je m'invente une vie. J'aime bien la boxe française, je fais de la boxe française, alors que le mec il connaît rien à la boxe française, il risque de se faire allumer, d'accord? N'inventez pas, ne vous inventez pas une vie, ne vous inventez pas un projet professionnel, ne vous inventez pas, pour répondre à Albert, un stage en entreprise prévu si vous n'en avez pas. Vous avez d'autres choses qui sont prévues cet été, assumez complètement. Alors, je vais prendre un moment pour répondre